Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Au sommaire aujourd'hui, l'interview santé est consacrée aux troubles du cycle menstruel chez la femme avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Mais avant, on parle de parentalité. Devenir parent, c'est accompagner son enfant, le faire évoluer, le faire grandir au sens propre et figuré du terme, l'aimer, lui apporter de la tendresse. Alors, est-ce que le processus est automatique? Est-ce que devenir parent sur l'état civil, ça nous fait incarner la parentalité? Une petite remise en question en tant que parent ne nous ferait pas de mal ce matin dans On se dit tout. Et je remercie pour cela Camélia Zakaria, psychologue cognitivo-comportementaliste. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et Fatem Zahra Al-Fathi, coach en développement personnel. Bonjour mesdames. Bonjour. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Alors pour commencer, un terme qu'on entend très souvent ces derniers temps, c'est ou une expression, c'est parent, un métier. Fatem Zahra Al-Fathi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation? Oui, c'est un métier, c'est beaucoup de travail. C'est vrai qu'il est pas certifié par un diplôme. Aucune école nous a préparés à endosser ce rôle. C'est un engagement, c'est une responsabilité à plein temps. C'est du jour au lendemain, on devient parent. On se lance spontanément dans cette aventure. Armé de quoi? Armé uniquement de notre propre modèle éducatif et de bonnes intentions, plein de volonté et d'amour, dans l'espoir de réussir cette mission parentale. Alors ça c'est votre réponse, je garde ça en fait pour vous, oui, on peut parler de métier de parent. De métier, c'est beaucoup de tâches à accomplir, c'est pas rien. Donc, et comme je viens de le dire, c'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Absolument. Absolument. Camélia Zakaria, pour vous, est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'on peut parler de métier de parent? Alors, on peut parler de métier dans le sens où, si on réfléchit, on pense en termes de tâches et de missions, de vision, etc. Maintenant, moi, je dirais que c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. La vocation de vouloir bien faire, la vocation de vouloir faire don de son temps, de son énergie, parce que justement, dans chaque métier, cela suppose qu'on rentre à une certaine heure et on quitte à une autre heure. Donc, le fait que ça soit une vocation, cela suppose faire don de son temps, mais aussi don de soi, pour un petit, dans l'abnégation la plus totale. D'accord. Donc Camélia, pour elle, c'est pas un métier, pour vous, c'est pas un métier, c'est une vocation. Mais en même temps, quand on parle de vocation, est-ce que ça veut dire qu'on peut évoluer? Mais tout à fait, mais évidemment. Justement, quand on parle de parentalité, on n'est pas parent, on devient parent. Donc cela suppose que c'est un processus et qu'il va y avoir une certaine évolution dans le champ psychologique du futur parent. On ne naît pas parent, on le devient, on apprend à devenir parent. Mais je comprends aussi un petit peu, je suis d'accord avec vous et je comprends également la position de Fatem Zahra quand elle dit on est parent, c'est un métier à plein temps. Parce que on fait plusieurs choses, on est amené à accompagner cet enfant, on est amené à s'investir pour cet enfant. Et je suis d'autant plus d'accord avec vous, Fatem Zahra, quand vous dites on n'apprend pas à devenir parent. En fait, on n'a pas de formation, on ne va pas à l'école, on n'a pas de diplôme de la parentalité. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup justement de spécialistes se penchent sur la question de l'importance de l'accompagnement des parents, en tant que futurs parents et en tant que parents aussi actuels. C'est-à-dire, c'est comme... En préparant l'émission, j'avais échangé avec vous, bien sûr, et je parlais avec Fatem Zahra, je disais, il faut une formation continue de la parentalité. Enfin, Fatem Zahra était un petit peu choquée par cette expression. Est-ce que vous êtes d'accord, Fatem Zahra? Oui, heureusement d'ailleurs qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de couples, justement conscients de l'importance de ce rôle, commencent à s'intéresser de plus en plus à des ateliers, à des séminaires relatifs à la parentalité. Et donc, pour justement s'informer, avoir plus de renseignements pour pouvoir accompagner cet enfant, ce petit être, vers le chemin de la vie. Oui, Camélia, alors justement pour démocratiser l'information, parce que comme vous disiez Fatem Zahra, certains parents aujourd'hui se penchent, demandent l'information. D'autres vont sur Internet, d'autres posent la question à une amie. Mais ce qu'on essaie de faire dans cette émission, c'est de démocratiser l'information, démocratiser le travail du coach, du psychologue et l'amener à tout le monde. Donc, devenir parent, c'est
rassurons d'abord les téléspectateurs. Il n'y a pas de parents parfaits. Non, il n'y a pas de parents parfaits et il n'y a pas de recette magique ni miracle encore inventée. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de devenir parent, on devient parent avec un lot, un bagage culturel et psychologique qui est déjà transmis. C'est-à-dire, face à notre enfant, on a le choix, soit de reproduire le même modèle parental dans lequel on a grandi et vécu, ou bien faire le choix de faire différemment. Et dans ce deuxième choix, il y a beaucoup de parents, justement, ils sont en quête de repères éducatifs et demandent justement une guidance parentale, soit au coach, soit au thérapeute, pour essayer de bien faire ou de mieux faire. Mais vous parlez de choix, mais est-ce que le choix est conscient ou inconscient? Il est tout à fait conscient. Justement, lorsqu'on fait la démarche de demander un accompagnement spécifique, c'est qu'à un certain moment, je n'y arrive pas avec mon enfant, mais où j'ai envie de faire différemment. Parce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils ont la capacité de nous mettre à bout de notre pratique, que l'on soit parent, éducateur, coach ou thérapeute. C'est-à-dire, ils inventent sans cesse cette fonction parentale ou d'éducateur, etc. Donc le fait de demander une guidance parentale, cela suppose que j'ai atteint certaines limites et que j'ai envie de faire différemment pour le mieux-être de cet enfant. Alors, est-ce que les parents qui viennent justement vous consulter pour demander cette guidance parentale se sentent en échec de la parentalité? Est-ce que c'est souvent face à une détresse qu'on vient vous voir, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adolescent, parce que c'est la période qui pose le plus de problèmes et qui nous met vraiment à bout de force et à bout de nerfs? Est-ce que quand on vient demander, en général, on se considère comme en échec de la parentalité? Je pense qu'un peu oui, à partir du moment où j'en fais moi-même la démarche. Mais très souvent, ce sont les écoles qui sont pourvoyeurs de ce type de démarche parce que l'enfant, par exemple, n'investit pas la scolarité. Parce qu'il y a des choses qui se jouent à la maison, à travers l'éducation, qui font que cet enfant ne va pas investir correctement ses études. Maintenant, oui, certains parents viennent en ramenant l'enfant, mais très souvent, ils sont eux aussi en quête de demande et on demande d'amour aussi et surtout on demande de comment faire. Le savoir, on ne peut pas l'acquérir, c'est-à-dire on ne peut que apprendre au fur et à mesure. Donc ils sont en quête d'un savoir-être et d'un savoir-faire. Donc le savoir-faire, à travers les consultations, on nous demande, justement, je n'y arrive pas avec mon enfant, la communication elle est complètement brouillée, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même canal, que faire? Parce que justement, il y a un lot de culpabilité qui sous-entend cette fonction parentale également. Je suis très indisponible, je suis très prise par mon travail. C'est surtout les mamans qui, justement, elles doivent jongler entre et leur carrière et leur fonction maternelle. Donc, c'est très souvent les mamans qui nous ramènent les petits. Alors, est-ce que c'est un problème, on va dire, de modernisme? Parce que, est-ce que c'est un problème qui concerne surtout notre génération à nous en tant que parents ou de parents? Parce qu'avant, la question se posait pas. On devenait parents naturellement. Tout était naturel. On a l'impression que tout était plus facile. On devenait parents, on élevait nos enfants, on les éduquait, et puis voilà, ça se transmettait comme ça naturellement. Fatem Zahra El Fethi, est-ce que pour vous, est-ce qu'on se complique l'existence aujourd'hui, nous, en tant que parents? Non, du tout. Ce qu'il y a, c'est que, comme j'ai dit, et comme on le sait d'ailleurs, c'est que ce métier s'apprend sur le temps. Donc, avec comme seul recours, c'est-à-dire notre propre modèle éducatif, seulement en essayant de réviser, de revisiter certains points, certains détails qui aujourd'hui nous semblent peut-être inappropriés ou inadaptés à cette génération, la génération d'aujourd'hui. Donc, en faisant plus attention à leur développement physique et psychique, à leur épanouissement. Donc, nos bases à nous, étant là, elles sont présentes, acquises. On ne fait que retoucher, pour ne pas incriminer nos parents, retoucher ce que nous avions trouvé, nos parents, peut-être nous enfants, peut-être aberrants ou exagérés, en insistant beaucoup plus sur l'amour, l'attention, les signes de reconnaissance positive. Ce sont des choses qui marquent et qu'on traîne avec nous jusqu'à l'âge adulte. Donc, on insiste surtout sur ça, parce que on voit aujourd'hui des adultes qui souffrent, qui ont des carences justement affectives et sentimentales dues à l'enfance. Alors justement, l'idée n'est pas de remettre en cause absolument pas l'éducation des parents, mais remettre en question, et ça fait pas de mal, remettre en question l'approche absolument, pour pouvoir réajuster, remettre en question aussi notre façon à nous aujourd'hui d'éduquer nos enfants à travers cette émission et de se dire qu'est-ce que je peux améliorer. Le but est juste d'aller mieux et pas d'aller moins bien, d'aller mieux. Alors on va parler du rôle des parents. Quand on parle de parents, on pense à une entité, l'entité parentale. Sauf que cette entité est formée par deux personnes, le père et la mère, et donc l'homme et la femme, et donc deux individus avec chacun son bagage, son histoire, le rapport
que chacun a eu avec ses parents. Et donc, on devient parent comment? Comment on se construit en tant que couple pour devenir parent, pour trouver un équilibre? Alors, au début, il y a ce qu'on appelle un mariage conjugal, Oui. pour ensuite donner un couple parental. Absolument. Le mariage du second n'est pas toujours aisé. C'est-à-dire, on peut s'aimer d'un point de vue conjugal, mais d'un point de vue parental, il peut y avoir quelques difficultés. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue, on va dire, culturel, la femme a toujours eu une fonction de portage, fonction nourricière, elle apporte les soins, etc. La mère avec le grand M. La mère avec un grand M. Et le père, d'un autre côté, donc c'est la dyade véritablement parentale, qui a beaucoup plus une fonction de protection, mais il a aussi une fonction d'autorité. C'est-à-dire que d'un point de vue psychologique, le père va venir séparer l'enfant de sa mère. Alors Donald Winnicott, qui est un célèbre pédiatre anglais, disait que c'était une folie à deux. Quand la mère mettait au monde un enfant, elle s'isolait carrément pour vivre sa relation avec son enfant. Et donc le père va venir comme un tiers séparateur, séparer la mère de son enfant. Donc ces deux-là ont justement un dénominateur commun qui va être l'enfant et le bien-être de cet enfant. Pour qu'il y ait un bien-être de l'enfant, il doit d'abord y avoir une meilleure communication et surtout un certain aiguillage au niveau de ce qu'on attend de cette éducation. Un aiguillage, quand vous parlez d'aiguillage, c'est-à-dire externe ou une discussion à deux du couple conjugal parental? Beaucoup plus interne, pas un aiguillage externe, beaucoup plus interne, dans le sens qu'est-ce qu'on attend de cette éducation, où est-ce qu'on veut en venir. C'est-à-dire qu'il faut voir l'éducation comme un projet, véritablement. C'est-à-dire un projet avec des missions, avec des valeurs, avec une vraie culture, et où est-ce qu'on veut véritablement en arriver avec cet enfant. Donc une communication en amont est très souvent nécessaire, même si au fur et à mesure, comme je l'ai dit, les enfants réinventent cette fonction parentale au fur et à mesure qu'ils évoluent, qu'ils grandissent, parce qu'on évolue justement avec eux. Alors Fatem Zahra Fethi, vous êtes d'accord pour ça? Est-ce qu'on peut envisager l'éducation comme un projet à construire à deux et véritablement essayer de mettre en place les projets, les étapes de ce projet? Est-ce qu'on peut concrètement? Oui, de façon globale, la parentalité, c'est un projet éducatif sur lequel se fixent les deux parents, c'est-à-dire le couple, et sur lequel ils s'engagent pour bien réussir leur mission et qui apparaît dans l'éducation. Seulement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce poids de l'éducation repose uniquement sur la maman. Sur la maman où le papa est quasiment absent parce que, sous prétexte qu'il n'a pas le temps, c'est comme ça qu'il a été éduqué, c'est comme ça, et c'est ce qu'on lui a appris. Une autre croyance limitante qu'il faudrait peut-être revoir. Donc, c'est la maman limitante parce qu'elle arrange, sans vouloir incriminer les hommes. C'est-à-dire que tant que ça arrange, eh bien, on la laisse, on la met en place, la société la garde. Ça arrange le mari, oui, le papa, mais ça n'arrange pas la maman ni l'enfant. Il ne faut pas l'oublier. Parce que l'enfant, pour être éduqué, il a besoin des deux acteurs, des deux parents, pour pouvoir évoluer, grandir, pour être accompagné, il a besoin des deux, non pas seulement de la maman. Alors, en préparant cette émission, on discute beaucoup avec les jeunes parents, avec les couples, et ce qui revient souvent, c'est qu'ils nous disent, écoutez, nous, on entend souvent les spécialistes dire, l'éducation d'un enfant, c'est un projet, il faut discuter, il faut essayer de voir comment on met en place cette éducation. Mais nous, en tant que parents, on n'a jamais eu l'expérience de la parentalité. On ne sait pas ce que c'est qu'avoir un enfant et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, comment peut-on nous demander de mettre en place une stratégie d'éducation alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est? Et ce qui vient très vite déstabiliser ce couple, c'est déjà la fatigue physique, juste après l'accouchement. L'arrivée d'un bébé, c'est d'abord la fatigue d'une grossesse, la fatigue d'un accouchement, les nuits blanches, les émotions de la femme sont complètement déstabilisées, l'homme aussi essaie de trouver sa place. Donc déjà ça vient installer la parentalité dans une sorte de stress. Et donc ces jeunes nous disent, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que les spécialistes attendent de nous lorsqu'ils nous disent, mettez en place un projet? Camélia. Alors, quand je parle de projet, je parle non seulement d'une vision. Une vision va justement conférer un équilibre. Mais je parle surtout de bienveillance.
Le projet en lui-même, c'est justement essayer de bien faire. De bien faire et surtout la parentalité, il faut la voir à 3 niveaux. Premier niveau, c'est justement que ça a une fonction de responsabilité. Je suis responsable de cet enfant, je suis responsable de son bien-être. Je dois le protéger, le nourrir, le soigner, etc. Deuxième fonction, c'est une fonction de transmission. Donc on ne vit pas dans une jungle ni dans une forêt. Je suis censée lui transmettre les us et coutumes, la culture, la morale qui sied au pays où on vit. Et finalement, une fonction justement affective qui va venir et l'inscrire dans un modèle non seulement éducatif, mais aussi construire sa personnalité. Donc à partir du moment où je suis dans la bienveillance et où je me dis, voilà, donc j'ai 3 volets sur lesquels je dois essayer au maximum de mieux faire. Même les meilleurs échouent. Même les meilleurs. C'est-à-dire, quand on parle de l'éducation en tant que projet ou processus, ou de parentalité aussi en tant que processus, il faut pas, on ne néglige pas le fait que même un processus est parfois voué à certains échecs. Donc un calibrage sera forcément nécessaire au fur et à mesure. C'est pour ça que les enfants, c'est eux qui nous éduquent, à leur tour, beaucoup plus que nous les éduquons. Mais d'après votre pratique, qu'est-ce qui est le plus difficile en fait? Où est-ce que les parents échouent le plus? Ou qu'est-ce qui est le plus difficile à combler? Prendre soin, nourrir, habiller, ça c'est, on va dire, c'est pas compliqué. Transmettre, les valeurs universelles sont évidentes. Faut pas tuer, faut pas voler, faut pas mentir, ça c'est évident. Par contre, ce qui est affectif, c'est peut-être beaucoup plus complexe. Et c'est là où le bas blesse, non? Exactement, exactement, parce que, encore une fois, quand on devient parent face à un enfant, mais on est, nous aussi, un enfant face à un autre enfant. Notre enfant interne. Exactement. C'est-à-dire qu'on vient avec notre histoire personnelle, avec notre vécu. Est-ce qu'on a été abîmé justement pendant notre enfance? Et donc on arrive avec beaucoup d'attentes et beaucoup de prédispositions à la fois négatives et positives face à cet enfant. Donc le fait de devenir parent va inconsciemment et consciemment aussi réaménager ma propre relation moi-même avec mes parents et aussi en ricochet avec mon enfant. Mais c'est pas sans dégâts. On va dire que ça peut se faire de façon fluide. Pour certains, ça peut se faire de façon simple, fluide. Mais pour certains, ça peut venir, je parle vraiment à la psychologue, ça peut venir réveiller des blessures. Mais oui, mais c'est l'occasion justement de restaurer. C'est l'occasion de pouvoir justement mettre un baume sur ce qui a été, on va dire, abîmé ou toutes les difficultés qu'a vécu le parent. Parce que actuellement, s'il est dans un cabinet de psychologue, c'est qu'il n'y arrive plus avec son enfant. Il a des freins internes et des obstacles qui ne le permettent pas de s'inscrire lui dans la parentalité, ni d'inscrire l'enfant dans un projet éducatif sain. Donc pour vous, en fait, lorsque les parents viennent pour un problème de parentalité, c'est avant tout pour eux qu'ils consultent parce qu'il y a un problème en eux, un problème de structure, on va dire, une faille quelque part? Oui, très souvent, il faut qu'on voit un peu ce qui se passe au niveau du rétroviseur et remonter le fleuve et essayer de comprendre ce qui a fait que je suis arrivée à ce stade-là avec mon enfant. Donc l'enfant, peut-être qu'à travers le symptôme, il a permis de ramener le parent dans un lieu de thérapie, dans un lieu où les choses peuvent être repensées autrement. Kamilia Zakaria, ça c'est vraiment la réponse de la psychologie. Je vais me tourner vers Fatem Zahra Al-Fethi, coach en développement personnel et familial. Fatem Zahra, face à ce genre de situation, quelle est l'approche du coaching? Un coach, comment il fait? Alors, un coach, c'est pas un psy. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans la tête des gens, l'approche n'est pas la même. Donc, ce qui se passe dans un cas pareil, comme celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire quand il y a un problème chez l'enfant et qu'on le reçoit accompagné des enfants, des parents, au bout de la première séance, généralement, on remarque, on constate que le problème se situe au niveau soit des 2 parents, parce qu'il y a un manque de communication au sein de la famille, soit chez l'un des 2 parents. À ce moment-là, on lâche l'enfant et on prend, c'est-à-dire comment dire? Vous prenez en charge l'adulte, soit le couple, c'est-à-dire les 2 parents en même temps, soit l'un des 2. Alors, justement, en tant qu'adulte ou bien en tant que parent, on ramène un enfant parce qu'on se dit il est en difficulté scolaire, il a un problème de relation, il a un problème de comportement. Donc, on se dit, je ramène mon enfant pour qu'il se sente mieux, pour qu'il aille mieux, pour que la situation soit dénouée. Sauf que je vais voir un spécialiste, que ce soit le coach ou le psy, et in fine, on me dit, non, madame, monsieur, c'est vous, le parent, c'est vous, l'adulte, qui êtes en difficulté, qui avez le problème. Fatem Zahra Al-Fethi, est-ce que vous arrivez facilement à convaincre l'adulte qui est en face de vous?
C'est assez délicat de le faire parce que l'adulte, de façon générale, n'accepte pas cette vérité, malheureusement, qui le renvoie vers son passé, vers son éducation, qui le renvoie à comment il était enfant, comment il a grandi. Donc, du coup, le convaincre est très difficile. Mais, en fin de compte, on arrive à le faire. Camélia Zakaria, vous arrivez facilement à expliquer à l'adulte, aux parents, que finalement l'enfant ou ce qui apparaît chez l'enfant n'est que symptomatique de la situation chez eux en tant que parents? Alors souvent, les parents, quand ils ramènent un enfant, il est désigné comme le porteur d'un symptôme, un symptôme familial. Nous, en tant que psychologues, on remarque qu'il y a autre chose, quelque chose de subjectif qui se joue dans la relation parents et enfants. C'est-à-dire de façon plus simple? De façon plus simple, c'est-à-dire ils peuvent le ramener pour un problème de concentration ou très souvent un problème d'agressivité et on se rend compte qu'il y a déjà présence d'une agressivité verbale dans le discours des parents à l'égard de l'enfant ou entre les parents eux-mêmes. Donc ce qu'on propose aux parents, c'est justement de partir à la recherche d'autres outils éducatif, de revoir la fonction parentale également, mais aussi de faire ce chemin introspectif qui est toujours enrichissant. Alors par exemple, vous avez donné l'exemple de l'agressivité, et ça on va dire bon, c'est vrai qu'il faut être spécialiste pour le comprendre, mais on peut vous suivre dans la compréhension de la situation dans la mesure où on sait qu'un enfant est un buvard, une éponge de son environnement. Et qu'un enfant qui évolue dans un environnement agressif verbalement va lui aussi s'approprier cette façon de s'exprimer. Par contre, un enfant qui vient, par exemple, avec autre chose, on va prendre un enfant qui est renfermé sur lui-même, qui est timide. Les parents le ramènent pour un problème de timidité. Je pense qu'il n'y a pas de cause générale, de cause précise, enfin de cause standard derrière, je vais y arriver, mais qu'est-ce qui ressort souvent des discussions avec les parents? Oui, alors concernant la timidité, je dirais encore une fois, on ne naît pas timide, on le devient. Donc on le devient, oui, mais comment? On le devient à travers les interactions qu'on va avoir avec notre environnement. Et les premières personnes, justement, à porter notre personnalité, à pouvoir la renforcer cette estime qu'on peut avoir de nous-mêmes pour nous empêcher de devenir timides, c'est justement les parents. Donc ce sont les premières interactions qui vont être structurantes pour l'enfant. Un enfant qui a été brimé, un enfant à qui on n'a pas donné toutes les occasions de pouvoir s'épanouir. Un enfant, on va le dire en arabe, parce que le mot en arabe est très porteur de sens. C'est un enfant face à l'autre, donc dans un environnement autre que celui familial, continue à être timide, continue à avoir cette anxiété vis-à-vis de l'autre. Donc lorsque c'est l'école très souvent qui sont pourvoyeurs de ce type de pathologie, qui vont demander aux parents de consulter. Très souvent, on voit que c'est un enfant, lors de la consultation, déjà qui ne parle pas. Déjà, c'est les parents qui vont prendre toute la place lors de la thérapie. Les parents qui ne vont parler que des difficultés de l'enfant sans jamais pouvoir indexer les leurs. Donc en fait, l'enfant redevient et reste le symptôme de la problématique ou le symptôme de la dynamique qui est installée à la maison. Mais à sa manière. Mais à sa manière, il vient démontrer tout ça. On va revenir en deuxième partie d'émission sur cette thématique, comment devenir parent, la parentalité. Eh bien, on décrypte tout pour vous sur Médien TV aujourd'hui. Deuxième partie dans un petit moment. Et n'oubliez pas notre interview santé avec le docteur Hicham Ben Abbas Arji sur les troubles du cycle menstruel chez la femme. On en parle aussi ce matin dans On se dit tout. À tout de suite. كاين شي بونج ولا غير الفرشي؟ ايوا حدي راسك من البونج معمر بالفرشي، راه راشي وعند رخصو تخلي نصو. هذه وصية من مجموعة الراحة والنوم. البلوك لافاج كيري كوزين ديما معاوني حتى في الكغاتان اللي انا مشهورة به. البلوك لافاج كيري كوزين كاين الفرق. ما تخيلوش كل ما كيوصلكم فاش كتصيفطوا الفلوس لحبابكم. شكرا بابا. مونيغرام الأقرب إليك. مونيغرام تعطيكم الاختيار، استلموا أموالكم الآن مباشرة على حسابكم البنكي أو كاش في أكثر من 6000 وكالة. المهدي، عبير، ليلى، ياسين، هاد الناس ومئات من المتطوعين داروا يديهم معنا، كنشكرهم بزاف.
هاد المرة مناسبة كوب 22 دير يديك رجعت مع جمعية بحري بحملة جديدة مع قافلة كوب 22 لتنظيف الأحياء والساحات ديالنا. رانيا وفوزي بجوج كانوا حاضرين وداروا يديو معنا، وانتوما شكون فيكم اللي غيدير معنا يديه باش نقيو الاحياء ديالنا؟ من 25 اكتوبر ل 19 نوفمبر تسجلوا في ديريديك.ma والتحقوا قافله كوب 22 في وجده، طنجه، المحمديه، اسفي، ايادير، مكناس والعيون. دير يديك، دير الخير تلقاه. Allez, on est toujours avec vous sur Médien TV dans On se dit tout, la parentalité pour un développement meilleur de votre famille, de votre quotidien avec vos enfants et en toute sérénité. Et on continue la discussion et je reçois tout de suite également pour représenter le rôle et l'importance de la société civile dans cette question de la parentalité, Monsieur Mohamed Chalkaoui, cofondateur du projet international Éducation et Santé. On rappelle bien sûr Camélia Zakaria, psychologue cognitivo-comportementaliste à Casablanca et Fatem Zahra Al-Fethi, coach en développement personnel à Casablanca également. Donc, je vais revenir vraiment à une question presque bête, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a un bon moment pour devenir parent? Fatem Zahra Al-Fethi. Alors, quand c'est un choix, Yasmine, le bon moment, c'est quand le couple, les parents, se sentent prêts. Prêts, bien sûr, pour accueillir ce petit être au sein de la famille. Prêts, parce que c'est une responsabilité, il ne faut pas l'oublier, il faut le répéter. Donc, prêts émotionnellement aussi. Donc, et c'est beaucoup de temps. Un enfant, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup Mais ça, on ne le réalise pas en amont. Justement, on ne réalise pas qu'un enfant, c'est autant de temps, autant de responsabilité, autant d'énergie. On le découvre, en fait, sur le tas. Quand on est dedans, exactement. Absolument. Donc, ça, c'est quand c'est un choix. Quand c'est un choix, ça veut dire que c'est au moment où le couple se sent prêt. Alors, maintenant, quand c'est pas un choix, quand il y a des belles surprises. Quand on va appeler des bébés surprises. Voilà, nous a laissé ni le choix ni le temps de tout calculer. Donc, il faut juste accepter la surprise, faire vite pour s'y préparer psychologiquement, parce que ça peut choquer. Donc, quitte à se faire accompagner, pourquoi pas, s'informer autour, s'informer autour de l'entourage. Absolument. Donc demander de l'aide, demander un accompagnement. Oui, tout à fait. Parce que même en étant préparé psychologiquement, ça peut être difficile. Parce que l'arrivée d'un enfant, c'est un chamboulement. Alors, absolument. Oui, pardon. Et j'insiste là-dessus, éviter surtout de dire ou de répéter en présence de l'enfant que justement sa venue au monde n'était pas désirée, qu'elle était accidentelle, ça impacte. Ça peut marquer à vie et ça peut avoir des répercussions vraiment très graves sur sa psychologie. C'est pour ça que j'ai parlé de belles surprises, parce que tout est dans les mots. C'est vrai que beaucoup de personnes parlent d'accidents, mais non préfèrent parler de jolies surprises. Justement, par rapport à toute cette question de la parentalité, Camélia Zakaria, est-ce qu'on vit plus la parentalité avec l'aîné ou bien finalement chaque enfant nous fait rentrer à sa manière dans le processus de parentalité? Je pense, je vais opter pour la deuxième proposition, c'est que avec chaque enfant, donc chaque enfant a sa personnalité, chaque enfant vient avec son lot de surprises, de bonheur, mais aussi son lot d'angoisse. Donc il réinvente au fur et à mesure notre fonction parentale. Donc on est différent. Peut-être avec l'aîné, justement, l'aîné c'est assez particulier ici au Maroc, il y a une forme d'ingérence. L'aîné c'est vraiment l'enfant de tout le monde, l'enfant des parents, l'enfant des beaux-parents, l'enfant voilà. Et on a besoin justement de pouvoir être dans une forme de portage familial pour avoir des informations, pour avoir des conseils. C'est allô à 2h du matin, mon enfant a 39 de fièvre, que faire, etc. C'est-à-dire que notre relation avec l'aîné, et on est dans une démarche de prospection où on essaie nous aussi de comprendre et de se découvrir soi-même en tant que parent. Et d'être rassuré aussi par rapport à sa propre capacité à devenir parent. Et sa propre compétence à être parent.
tout à fait. Vous préférez parler de compétences plutôt de capacités? Oui, parce que justement, quand on les reçoit en cabinet, très souvent, on a des parents qui n'ont plus confiance en eux, qui ont désinvesti ce rôle de parentalité. Donc, tout l'intérêt de faire ce travail introspectif ou le travail juste d'accompagnement, c'est de reprendre confiance en ses compétences en tant que parent. C'est qu'à partir du moment où j'ai la volonté de vouloir bien faire, je ne peux que bien faire. Alors, au jour d'aujourd'hui, pour s'améliorer en tant que parent, que l'on soit adepte de l'expression métier, parental ou non, qu'on parle plutôt de vocation, on a besoin, et on le sent encore plus, on a besoin de guidance, on a besoin d'aiguillage. Donc, souvent, on pose la question à ses parents, on pose la question à sa famille, mais il n'y a pas de réponse structurée. Soit on va voir un coach, soit on va voir un psychologue, soit on lit sur Internet des choses, soit on s'adresse à la société civile qui plutôt, elle, s'adresse à nos problématiques. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Monsieur Cherkaoui Mohamed. Vous êtes cofondateur du projet international Éducation et Santé, un projet qui est venu, en quelque sorte, répondre à ces petites failles qui font qu'on soit un petit peu terrorisé parfois en tant que parent et qui donnent des problématiques de développement chez l'enfant, voire chez l'adulte plus tard. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre projet, de l'idée même de sa naissance? Voilà, en fait, le projet international Éducation Santé est une initiative citoyenne internationale donc, qui est organisée depuis 2008 sous le thème Tous pour l'éducation, donc initiative humaniste de prévention de la santé de l'enfant et de l'adulte qui sera plus tard. Donc, il a été initié par deux cofondateurs franco-marocains, donc moi-même et un docteur français qui est un psychothérapeute cognitiviste et chercheur de renommée internationale, auteur de plusieurs ouvrages. En fait, le projet est là pour objectif d'aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui à remplir efficacement leurs devoirs de parents. Et il a pour mission... Vous parlez de devoir, de métier ou de vocation? Ah non, vous n'étiez pas avec nous au début de l'émission. Moi, pour le métier, je ne suis pas d'accord parce que nous, on ne doit pas stresser les parents. Et eux aussi, une fois ils sont stressés, ils vont stresser leur enfant. Hein. Même si Freud disait que le plus dur des métiers est celle des parents, je ne suis pas du tout d'accord parce que le métier ne répond pas à tout ce qui se dit en termes de gestion aux ressources humaines. Donc c'est un corpus de savoir et savoir-faire, ce n'est pas le cas des parents. Sinon, les parents vont devenir psy. Mais on l'est parfois avec nos enfants. D'ailleurs, il y a sur les réseaux sociaux, il y a une jolie affiche rigolote qui fait rire, en fait, qui concerne la maman. Le CV de la maman, psy, infirmière, n'est-ce pas? Vous l'avez vu? Polyvalente. Oui, mais ça c'est pour les personnes qui sont en quelque sorte à un niveau intellectuel supérieur. Et pour la majorité des parents qui ne sont même pas et n'ont pas cette culture, qu'ils doivent être alors comment ce projet peut aider ces parents justement, qui n'ont pas accès facilement soit à l'information, soit aux spécialistes, que ce soit l'accès financier, l'accès géographique? Comment vous aidez ces parents? Voilà, nous, on n'est pas vraiment pour les aider, hein, parce que nous, on va travailler avec les psychologues, les coachs, les associations, mais notre projet, c'est un nouveau concept d'éducation santé, parce que si nous sommes enfants et adolescents, notre santé morale et physique dépend étroitement de l'éducation que nous avons reçue. Absolument. C'est-à-dire, si on arrive à transmettre ce message aux parents, mais ça, c'est ça le truc. C'est-à-dire, si nous, on aille vers les parents, ils ne vont pas nous écouter. Parce que si la majorité des parents n'ont pas conscience qu'ils doivent être éduqués à devenir parents. Formés, en fait. Voilà, formés à se préparer à être parents. Alors, comment vous faites? Vous travaillez avec des associations? Voilà, pour l'instant, on ne peut pas aller vers les associations, mais on est en train de sensibiliser les pouvoirs publics, les ministères, les psychologues, les journalistes à notre nouveau concept. Et une fois qu'on termine cette phase, on va diffuser un guide. Mais depuis 2008, vous êtes toujours sur la sensibilisation? 2008, on a pu avoir le soutien du ministère de la Santé. Ça, c'est une bonne chose. Notre guide, qui est le guide international éducation santé, elle a pu être validé par la direction population 2008 jusqu'à 2010. C'est extrêmement important. On a pu sensibiliser plus de 300 psychologues au Maroc et à l'échelle internationale sur notre concept éducation santé, sur la confusion entre éducation et enseignement. Et ça, par la suite, une fois on arrive à démocratiser cette partie, à les sensibiliser, on va essayer de diffuser le guide aux parents. Et ça, sur une base très solide. Et je peux revenir sur ça si vous voulez. Quel est le cœur, justement, de votre guide?
le cœur d'information. Qu'est-ce qui vous tient à cœur à vous en tant que cofondateur de ce Voilà, mouvement? je peux vous dire, vraiment parce que nous, on a démarré le projet en 2007, lorsque j'ai rencontré ce psychiatre et ce psychologue de renommée internationale, j'ai lu le guide jusqu'à maintenant plus de 100 fois. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, très très simple. Pourquoi? Mais c'est un petit guide, rassurez-moi. Un petit ouvrage, mais il contient les bases de l'éducation. Parce que les parents, la majorité des parents... Pour vous, les bases de l'éducation à travers ce guide, c'est quoi? C'est les 5 principes de base d'une éducation réussie. Allez-y. Donc, le premier principe, notre enfant doit savoir qu'il a été désiré et se sentir aimé, reconnu et compris. Et à partir de ce principe, notre rôle, c'est quoi? C'est d'établir et d'entretenir une relation de qualité avec lui. Le deuxième principe, c'est que notre enfant, il a une personnalité. Nous, on a une autre personnalité. Et si on arrive à comprendre ce principe, notre rôle, ça va être de le respecter, sa différence légitime et naturelle. Le troisième principe, en fait, c'est que nous, on doit lui donner une vision rassurante et optimiste de la vie. Donc ça, c'est un rôle. Le quatrième principe, c'est que nous, on doit être le modèle, parce qu'on ne doit pas lui dire « ne fais pas ça, fais ça ». Et nous, on fait le contraire. Il ne va jamais nous écouter. On doit accepter l'erreur que notre enfant doit nous corriger parce qu'on est son modèle. Des fois, vous lui dites « fais ça », il lui dit « mais mon père, tu as fait ça ». Restez cohérent et restez modèle de son enfant. Et le cinquième principe, c'est que normalement, on doit conduire notre enfant à son indépendance progressive et lui donner les clés qui lui permettront d'avoir confiance en lui dans l'avenir. Donc voilà les 5 principes, mais ces principes, ça nécessite eux aussi que les parents comprennent les missions de l'éducation parentale. Parce que les missions parentales remplissent 3 missions. Forger la personnalité et le caractère de l'enfant. Nous, à travers ce projet, on propose de l'appeler élever comme font les anglo-saxons, grow up. Deuxième mission, c'est apprendre à l'enfant les règles et les comportements de la vie en société. Ce qu'on appelait autrefois les bonnes manières. Que nous, on appelle dans ce projet, qu'on propose de l'appeler dans ce projet, c'est education. Et selon une part très variable selon les familles, apprendre à l'enfant certains savoirs et savoir-faire, c'est learning. Eh bien, mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec ces points de ce guide qui vise, en fait, et qui souhaite accompagner les parents dans leur projet d'éducation? Camélia Zakaria, oui, brièvement, on va dire que c'est le mot de la fin. Oui, alors je dirais que justement ce guide, je pense qu'il reprend un peu la déclaration, enfin la charte des droits de l'enfant. Je vais reprendre les 4 ou 5 premiers points. C'est justement que l'enfant a besoin d'être nourri, logé, soigné, mais surtout aimé. Et autre chose, si je peux rajouter moi en tant que psychologue, c'est que ces enfants-là ont aussi besoin de limites, d'un certain cadre. Donc être un bon parent, c'est pas être un parent permissif, c'est être aussi un parent qui sait dire non quand il le faut. C'est rassurant pour un enfant. Oui, c'est extrêmement rassurant pour un enfant. Fatem Zahra El-Fathi, votre mot de la fin? Oui, je suis d'accord aussi par rapport à ce guide. J'espère qu'il est en vente déjà. C'est pas en vente. Ça sera distribué prochainement. Ça sera distribué gratuitement. Ah, d'accord, ça sera distribué gratuitement. Toutes les actions qui vont venir par la suite, ça va être gratuit. Gratuit, voilà. Donc, à mon sens, ça va aider énormément les parents. Ça va les orienter justement dans leur approche et leur éducation. C'est une bonne action sociétale. Oui, enfin, oui, c'est une bonne action citoyenne, pardon. Absolument. Absolument. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans On se dit tout. Je retrouve dans un petit moment un autre spécialiste. On va parler de gynécologie, mais avant, je vous remercie. Monsieur Mohamed Chalkaoui, cofondateur du projet international Éducation et Santé, Camélia Zakaria, psychologue cognitivo-comportementaliste, et Fatem Zahra El-Fathi, coach en développement personnel, la parentalité, comment s'améliorer en tant que parent. C'était notre sujet, notre premier dossier dans On se dit tout, les troubles du cycle menstruel chez la femme. On en parle tout de suite. Restez avec nous. Donc, nous consacrons notre dossier santé aux troubles du cycle menstruel chez la femme. Cycle trop court, trop long, menstruation abondante, douloureuse, absence de règles. Le cycle de la femme peut parfois se trouver perturbé. Alors, comment et quand réagir? Les explications du docteur Ben Abbas Taarji, gynécologue à Casablanca. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, pour commencer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cycle.
Un cycle menstruel, les gens connaissent, c'est donc l'arrivée des règles. Mais en fait, il y a différentes parties de l'appareil génital qui est touchée au cours du cycle. Et le cycle, c'est tout simplement la terminaison du cycle précédent où il n'y a pas eu ovulation, où il n'y a pas eu fécondation. Et donc, je dirais, le corps se prépare à une autre future grossesse. D'accord, donc voilà. En fait, le corps se prépare à une grossesse, même si elle n'a pas lieu, à travers les différents cycles menstruels. Tout à fait. C'est ça. En physiologie, qu'est-ce qui se passe? Chez la femme, donc en âge de procréer, donc en dehors de la puberté et de la ménopause, en fait, chaque mois, il y a une ovulation qui se prépare en première partie de cycle. Il y a des petits follicules qui grandissent, qui vont donc avoir habituellement vers le 14e jour, une fécondation qui va après donc rencontrer éventuellement le spermatozoïde pour, s'il y a grossesse, préparer aussi l'utérus à accueillir cette grossesse. Et cela fait appel à des hormones, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais s'il n'y a pas grossesse, eh bien, ces hormones fluctuent et vont changer, et donc ça va créer un nouveau cycle. Mais il y a beaucoup de choses qui sont touchées au niveau du cycle, mais en fait, le principal signe du cycle, c'est justement l'arrivée des règles. Les règles signent qu'il y a eu ovulation, qu'il y a eu absence de grossesse. Ok, alors un cycle normal, normalement, il dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Alors, beaucoup de gens se trompent et viennent chez moi, par exemple, me dire « j'ai des irrégularités menstruelles, je ne suis pas réglée comme une horloge à 28 jours ». C'est faux. En fait, en moyenne, le cycle est de 28 jours, mais ça prend la normale, je dirais, prend de 23 à 35 jours. Ah, 23, c'est normal quand même. Ça reste normal. 23 beaucoup de gens, et 35 aussi, c'est jusqu'à 35. Jusqu'à 35. Maintenant, beaucoup de femmes, justement, me disent « ah, je les ai eu aujourd'hui le 26, et pas après le 28 et tout ». Non, c'est des petites choses qui sont des petites variantes de la normale. Autre chose que je dirais, le stress, le cycle, l'axe, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce cycle est contrôlé par beaucoup d'hormones faisant appel au cerveau, aux ovaires, à l'utérus. Et le stress est un facteur important qui peut dérégler. Justement. Donc c'est vérifié, c'est véridique? Mais tout à fait. Le fait qu'une femme ait un accident de voiture ou un stress, un décès, peut la bloquer, tout simplement, et qu'elle peut ne pas avoir ses règles. D'accord. Voilà. Parce que justement, beaucoup de femmes se plaignent de ça et on se dit oui, peut-être que c'est plutôt psychologique. Alors que le psychologique a véritablement son impact sur l'hormonal. C'est une partie de la raison de l'absence de règles ou quelque chose. Alors, un cycle trop court ou un cycle trop long, est-ce que c'est un trouble du cycle? Tout à fait. Le cycle dans les deux phases du cycle, je ne veux pas rentrer dans la physiologie, mais dans la première phase qui est la production de l'ovaire qui va sortir, c'est la phase folliculaire, donc ça peut s'accélérer. Et justement, elle peut être trop courte. La deuxième phase, généralement, elle est constante, environ 13-14 jours. C'est la phase lutéale, où donc il y a le corps jaune, c'est le reste de l'ovaire, qui va produire de la progestérone pour tenir une éventuelle grossesse. Maintenant, donc, ce cycle trop court ou ce cycle trop long, c'est généralement à cause de la phase folliculaire. Il n'y a pas eu une bonne ovulation, il y a une dysovulation ou une ovulation trop rapide. Et c'est pour ça que le cycle est trop court et trop long. Et ça, on le voit surtout dans les âges extrêmes, vers la puberté, ou plutôt vers la périménopause, c'est-à-dire avant la ménopause. Ok, mais dans ce cas-là, un cycle trop court, c'est moins de 23 jours, et un cycle trop long, c'est plus de 35 jours. D'accord. Quand vous dites, vous le voyez souvent en puberté et juste avant la ménopause, ça veut dire que ce sont des irrégularités normales, entre guillemets? Tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, chez une femme en activité génitale, la première des choses à laquelle il faut penser quand il y a un retard de règles, quand il y a un trouble du cycle, c'est d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une grossesse? C'est la première des choses à éliminer. Après, on doit penser, s'il n'y a pas de grossesse, à chercher quelle est la cause. Est-ce que cette cause est fonctionnelle? Elle est liée au stress, elle peut être aussi liée, si elle prend la pilule, par exemple, à des dérèglements par rapport à la pilule. Elle peut être liée à des maladies. La pilule peut dérégler le cycle? C'est pas la pilule qui va dérégler le cycle, c'est en fait la femme qui prend mal sa pilule. Beaucoup de femmes prennent leur pilule irrégulièrement. C'est-à-dire pas à la même heure? Non, même elle peut l'oublier. Elle peut l'oublier, elle peut ne pas la prendre de manière... Une pilule, c'est quelque chose qui va remplacer le cycle. Au lieu d'un cycle naturel, ça va être un cycle artificiel fait par la pilule. Et donc, quand vous oubliez la pilule, 1 jour, 2 jours, eh ben, vous pouvez avoir des saignements, tout simplement parce que vous avez changé le taux d'hormones. Les hormones ont diminué. Mais pardon de vous interrompre, par rapport à la pilule microdosée, très faible en progestérone, est-ce que c'est des pilules qu'il faut absolument, ça c'est vraiment, j'ouvre la parenthèse pour beaucoup de femmes qui nous regardent, il faut absolument la prendre à l'heure exacte? Non, il y a différentes pilules. Ça, je crois que vous m'inviterez une autre fois pour la contraception. C'est un sujet important. Mais on profite justement Il y a des pilules œstroprogestatives, c'est-à-dire avec des œstrogènes et de la progestérone. Là, les microdosées, justement, comme leur effet est
la dose fait qu'elle peut rapidement diminuer. Et donc là, les microdosés, on donne jusqu'à 12 heures de délai. D'accord. Après, il y a d'autres pilules qui sont progestatives pures, juste avec de la progestérone, et celles-là, elles ont juste un délai de 3 heures, et elles sont en continu. Sinon, vous risquez de ne pas bien bloquer le cycle, et donc d'avoir une ovulation et d'avoir une grossesse. Ok, alors certaines femmes ont toujours un cycle irrégulier, justement, est-ce que ça peut avoir une conséquence sur leur vie de femme? Bien sûr. Au début de mes études de gynéco, je croyais que c'était très important que la femme ait un cycle régulier. Parce que pour elle, ça la déstresse d'avoir ses règles. Pourquoi? Parce qu'au moins, elle est sûre qu'elle n'est pas enceinte. Absolument. Après, quand j'ai commencé le métier donc, de gynéco aussi, grâce à ma femme aussi, j'ai appris que certaines personnes aimaient ne pas avoir leurs règles. Elles étaient tranquilles, là, je n'ai pas mes règles, je peux faire ma prière tranquillement. Donc, en fait, il faut s'adapter à ce que veut la femme. Oui. Si elle veut un cycle régulier, eh bien, éventuellement, donc, et qu'elle a des irrégularités, premièrement, excusez-moi, il faut rechercher la cause de cette irrégularité. Est-ce qu'elle est d'origine psychologique? Est-ce qu'elle est d'origine organique? C'est-à-dire, il y a une cause particulière qui va donner ces troubles du cycle, ou bien, donc, tout simplement, quelle est la cause de cette irrégularité? Mais certaines femmes ont toujours un cycle irrégulier, c'est-à-dire soit un cycle trop long, soit un cycle trop court. Est-ce que ça peut impacter leur vie de femme dans le sens où, est-ce que ça peut impacter leur fertilité également? Ça va impacter leur fertilité dans le sens qu'elles vont avoir moins d'ovulation. Une femme... Ou plus, si c'est un cycle court? Généralement, non. Non, généralement, non. Généralement, une femme va ovuler en moyenne 12 fois par an. Donc, si elle a une dysovulation, qu'elle a un cycle trop long, eh ben, elle va ovuler plus que 4 fois, 6 fois. Et donc, elle a en fait moins de chances de tomber enceinte en fréquence. Mais c'est les fois où elle va avoir une ovulation, elle peut très bien tomber enceinte. D'accord. Et donc, ça, on le retrouve surtout dans un syndrome qu'on appelle les ovaires polykystiques. Vulgairement, en vulgarisation, on dirait des ovaires paresseux, mais tout simplement, mais c'est pas grave. Moi, je dis aux femmes qui viennent chez moi en me disant j'ai des troubles du cycle, j'ai pas un cycle régulier, je leur dis mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une régularité? Ben, je vous la donne avec une pilule, par exemple. Vous ne voulez pas d'irrégularité, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester comme ça. Maintenant, si vous cherchez à avoir des enfants, il y a des traitements, et donc, dans ces ovaires il faut mettre en place une régularité? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Il faut s'adapter à ce qu'elle veut. Mais quand vous dites, par exemple, c'est pas grave, ça n'impacte pas également l'humeur. On dit qu'un trouble du cycle donne une mauvaise humeur chez la femme. Mythe ou réalité? C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les fluctuations. Il y a beaucoup de choses dans le terme trouble du cycle. Il y a énormément de pathologies, enfin de diagnostics. Et il faut bien voir qu'est-ce que c'est comme trouble pour pouvoir la traiter. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ces fluctuations hormonales, œstrogènes et progestérone qui varient au cours du cycle, vont justement, la chute des œstrogènes peut donner cette petite déprime avant les règles, peut donner des petites douleurs et tout. Et c'est ça qu'on va traiter, mais à condition d'avoir diagnostiqué le symptôme. Mais vous, en tant que gynécologue, à partir de quel moment vous vous dites non, il faut absolument régler ce cycle? Vous vous inquiétez face à une irrégularité du cycle? Non, je ne suis jamais inquiet. J'essaye d'écouter ce que veut la femme. J'essaie de la rassurer. L'irrégularité, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle attend de moi. Si elle veut tomber enceinte et qu'elle a une irrégularité parce qu'elle a des ovaires paresseux, je peux lui donner des traitements pour qu'elle régularise son ovulation et tomber enceinte. Si elle veut avoir des règles normales pour que psychologiquement elle soit tranquille, je n'ai pas de problème, je ne risque pas d'être enceinte, je peux lui donner donc un traitement pour lui régulariser. En même temps, si elle n'est pas dérangée par ces troubles du cycle, je peux lui dire, madame, vous ne craignez rien, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de traitement. Mais justement, un cycle irrégulier, est-ce que ça peut cacher une pathologie? Vous avez parlé des ovaires polykystiques. Oui. Est-ce que ça peut cacher autre chose, on va dire, de plus grave, notamment une tumeur, un cancer? Tout à fait, parce que c'est rare, mais vous pouvez avoir des tumeurs ovariennes sécrétantes, enfin des tumeurs qui vont sécréter des œstrogènes ou de la progestérone, ou des tumeurs de la surrénale, c'est d'autres parties du corps, qui vont donner donc des troubles hormonaux qui vont dérégler ce cycle. Maintenant aussi, on n'en a pas parlé, mais dans les troubles du cycle, des fois on a ce qu'on appelle les ménorrhagies, c'est-à-dire des règles abondantes. Ces règles abondantes, elles peuvent être liées tout simplement à un fibrome, c'est des
petite tumeur très fréquente, bénigne, ce n'est pas un cancer, et qui va tout simplement, du fait que le tissu, le tapis de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, qui saigne à chaque cycle, il peut être plus grand, et donc il y a plus de sang qui va tomber au cours des règles. Alors vous, en tant que spécialiste, vous ne vous inquiétez pas forcément face à un dérèglement du cycle, mais par contre, vous prenez la consultation ? Bien sûr, c'est important de voir pourquoi il y a ce trouble du cycle. Et c'est qu'une fois qu'on a vu la cause, qu'on peut dire elle est organique ou psychologique, qu'on peut traiter ou ne pas traiter. D'accord, c'est souvent pas grave ou souvent ça... La plupart du temps, c'est pas grave. La plupart du temps, c'est pas grave. Il peut y avoir un kyste fonctionnel au niveau des ovaires qui va donner donc un excès d'hormones qui va dérégler. Il peut y avoir un fibrome qui va donner donc tout simplement donc un excès de sang. Il peut y avoir aussi, ce que je retrouve le plus souvent dans la consultation, c'est en fait les erreurs de prise des pilules. Les femmes qui prennent des pilules de manière désordonnée. Et c'est ça qui dérange leur cycle. Et le traitement pour réguler un cycle irrégulier, c'est souvent un traitement hormonal ? Oui, parce que ça dépend de l'âge. Est-ce qu'il y a un excès, par exemple, si le problème est en deuxième phase et qu'il y a un manque en progestérone, on peut donner justement ce qu'on appelle des progestatifs. Il y a beaucoup de médicaments, mais de telle manière à compenser ce manque en progestatif. On peut aussi donner, s'il y a d'autres signes, on peut donner aussi une pilule œstroprogestative. En fait, on s'adapte à l'âge de la femme, à la situation et à ce qu'elle veut aussi. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Hicham Ben Abbas Taharji, gynécologue à Casablanca. Merci d'avoir été l'invité d'On se dit tout aujourd'hui sur Médien TV. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne, tous les invités qui défient spécialement pour vous. Et merci à vous, les téléspectateurs d'On se dit tout sur Médien TV. À très vite.